Chaque année, au Japon, on consomme plus de 120 000 tonnes de poissons. Et une bonne partie ne finit pas à la poêle, mais en sashimi. Ces tranches fines d'un mets cru et délicat. Mais que se passe-t-il si une seule erreur peut coûter la vie? Dans cette histoire, on ne parle pas juste de la précision du filetage ou de la perfection des couteaux japonais. Tu vas voir comment fonctionne un système où même le poisson est tué de manière humaine et où les maîtres passent un examen en mangeant leur propre fugu. Ce n'est pas de la cuisine, c'est un rituel à la frontière entre la vie et la mort. Les mers autour du Japon, ce n'est pas juste de l'eau. C'est une immense artère nourricière, d'où le pays tire chaque jour du poisson frais pour sa fierté gastronomique la plus célèbre, le sashimi. Tout commence dès la nuit. Dans les ports, les moteurs de bateaux spéciaux se mettent à ronronner. Ils sont équipés, non seulement de filets, mais aussi des systèmes de sonar les plus modernes. Les capitaines suivent les bancs de thon ou de maquereaux, comme si c'était une opération militaire. La précision, c'est la clé. Il faut attraper le poisson au moment idéal, quand il est le plus gras, le plus tendre et qu'il n'a pas subi de stress. Quand la cible est repérée, les filets et les harpons sont lancés à la vitesse de l'éclair. Tout se passe en quelques minutes. Un seul bateau peut remonter à son bord plus de 20 tonnes de poissons par sortie. Mais le plus important, c'est de préserver la fraîcheur. Dès que la prise arrive sur le pont, le poisson est immédiatement endormi avec de la glace. Ou alors, pour les variétés premium, on pratique la procédure ikejime, une mise à mort rapide par la moelle épinière, pour éviter que la chair ne se dégrade à cause du stress. Ensuite, c'est la course contre la montre pour le ramener à terre. Le poisson est chargé dans des camions frigorifiques et transporté directement vers les usines ou le marché aux poissons de Tokyo. Tout doit se faire en moins de 24 heures. Sinon, le produit n'aura pas le droit d'être appelé sashimi. C'est une règle stricte. Pendant que les bateaux de pêche sont encore en train d'accoster, le travail bat déjà son plein à l'usine. Dans une zone de réception spéciale, on dirait un laboratoire stérile, les équipes se préparent à inspecter chaque lot. Les conteneurs contenant la pêche fraîche sont immédiatement déplacés vers des sas réfrigérés, où la température est maintenue entre 0 et 2 degrés Celsius. Ici, pas de place pour l'improvisation. La qualité du poisson pour sashimi est contrôlée aussi rigoureusement qu'un produit pharmaceutique. D'abord, l'inspection visuelle, la couleur de la peau, l'éclat des écailles, la clarté des yeux. Ensuite, on mesure la température de la chair à l'intérieur du poisson. Elle ne doit pas dépasser 5 degrés. Dans le laboratoire juste à côté, on vérifie des échantillons pour détecter l'histamine et les parasites, car le poisson va être consommé cru. Pour certaines variétés, comme le thon rouge, les entreprises ont même des spécialistes qui dégustent le filet cru. Ils jugent au goût si la chair a la bonne texture, la bonne teneur en gras et le bon arrière-goût. C'est dire le niveau d'exigence. Si le lot passe le contrôle, il est accepté, pesé et étiqueté. Chaque poisson reçoit un code QR avec toute son histoire, où il a été pêché, quand, comment il a été conservé. Ça permet non seulement de tracer la qualité, mais aussi d'inspirer confiance aux gourmets les plus exigeants du Japon et du monde entier. Après avoir passé tous les contrôles, le poisson arrive dans l'atelier de découpe. C'est un véritable royaume de précision, de vitesse et de savoir-faire. Ici, tout brille d'acier. Les couteaux, les tables, les tapis roulants. Chaque mouvement est comme une danse parfaitement exécutée. Dans ces ateliers, travaillent des maîtres fileteurs spécialement formés, qui ont passé des années à maîtriser l'art de découper le poisson. Un seul thon de 200 kg peut être découpé en morceaux en quelques minutes, et pas un gramme de cette précieuse chair ne sera gaspillé.
Le processus commence par une coupe grossière. On sépare la tête et la queue, on retire les viscères, puis on détache délicatement la peau. Ensuite, on file le poisson. On sépare les grands filets de l'arête centrale. Pour le sashimi, une texture parfaite est essentielle, donc la coupe doit être lisse et sans aucun dommage. Tout est fait à la main ou avec l'aide de machines semi-automatiques, mais les opérations les plus délicates, uniquement par les mains du maître. Dans certains cas, on utilise la technique japonaise spéciale de préparation, l'ikejime. C'est une méthode de traitement humaine et délicate qui permet de préserver au maximum la fraîcheur et la texture de la chair. Ces poissons traités ainsi coûtent plus cher et sont destinés aux clients les plus exigeants. Les chutes, les têtes et les arêtes ne sont pas jetées. Elles sont immédiatement triées pour être réutilisées, pour faire des bouillons, des conserves ou de la nourriture pour animaux. Rien ne se perd. Tout le système est conçu pour une efficacité maximale et un grand respect du produit. Parlons maintenant à part du sashimi le plus cher et le plus dangereux. Il est coupé si finement que le motif de l'assiette apparaît à travers les tranches, comme à travers de la soie. Ce n'est pas juste du poisson, c'est le fugu, le mets le plus dangereux du Japon, un plat à la frontière entre la vie et la mort. Son poison est plus puissant que le cyanure. Une erreur du cuisinier, et ton dîner pourrait être le dernier. Le fugu, ou poisson globe, peut se gonfler quand il a peur. Grâce à l'air ou à l'eau, il se dilate en forme de boule pour effrayer les prédateurs. Mais le plus effrayant en lui, c'est l'invisible. Le foie, les ovaires, les intestins et même la peau contiennent de la tétrodotoxine, un puissant neurotoxique capable de paralyser les muscles et d'arrêter la respiration. Et il n'existe pas d'antidote connu. Flippant, non? C'est pourquoi, au Japon, la préparation du fugu n'est autorisée qu'aux cuisiniers spécialement formés. Pour obtenir une licence, ils suivent jusqu'à 3 ans de formation, étudient l'anatomie du poisson, s'entraînent à la découpe et passent un examen d'état. Seuls environ 30 candidats réussissent. Pendant l'examen, ils doivent découper correctement le poisson, le préparer et manger leur propre plat. C'est ça, le niveau. Le sashimi de fugu, c'est plus un rituel qu'un simple plat. Il est servi coupé en tranches extrêmement fines. Les morceaux sont presque transparents, disposés sur l'assiette en forme de fleurs de chrysanthème, un symbole traditionnel de la mort au Japon. Tout ça, c'est un rappel du danger qui se cache sous la beauté. Le goût du sashimi de fugu est incroyablement délicat, presque neutre. L'essentiel ici n'est pas le plaisir gustatif, mais l'expérience vécue et la confiance absolue dans le maître cuisinier. Parfois, les clients demandent une légère sensation de picotement. Cette sensation qui apparaît sur la langue quand un morceau de poisson touche la muqueuse avec une microdose de toxine, volontairement laissée par le chef. Mais ça, c'est jouer avec le feu. Dans les usines, le fugu n'est pas traité à grande échelle. Le risque est trop élevé. Certaines entreprises licenciées peuvent proposer des kits pour sashimi de fugu. De la chair nettoyée, préparée par un spécialiste certifié, emballée sous vide, en respectant toutes les normes. Mais même ces kits sont interdits dans de nombreux pays, à cause du danger qu'ils représentent. Au Japon, on peut déguster des plats à base de fugu dans des restaurants spécialisés, appelés tekkei, où tous les cuisiniers ont la permission nécessaire. Un seul de ces dîners coûte entre 100 et 300 $, selon la saison et le type de poisson. Alors, combien seriez-vous prêt à payer pour risquer de mourir? Les fugus les plus prisés sont ceux pêchés en hiver. Leur chair est plus ferme et leur goût plus profond. Le poisson est pêché dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises. C'est principalement de la pêche artisanale, avec des filets d'eau spéciaux ou à la ligne. Une partie du fugu est élevée en ferme.
où il est nourri avec une nourriture spéciale pour éviter l'accumulation de toxines. Mais même avec ce fugu d'élevage, on travaille avec la plus grande prudence. On ne plaisante pas avec le fugu. Imaginez un trésor planqué au fond des océans. Chaque année, les fermes ostréicoles du monde entier produisent plus de 200 tonnes de perles. Ouais, 20 millions de petites merveilles qui brillent autour de vos cous. Dans la nature, une perle parfaite, c'est une rareté de dingue. Une seule huître sur 10 000 la fabrique toute seule. Mais nous, on a dompté la bête. Du Japon à l'Australie, des usines de beauté font danser la technologie avec la mer. Comment une minuscule graine devient un bijou de luxe? Pourquoi les fermiers plongent tous les mois? Et comment une huître se transforme en héros industriels? On plonge direct dans le cœur du truc, de l'implantation au final qui claque. Accrochez-vous, ce voyage va vous happer dès la première seconde. Et pas vous lâcher! Un collier de perles, tellement classe qu'il coupe le souffle. Depuis des décennies, ces pépites scintillantes font tourner la tête des fans de bijoux. Leur éclat doux, une symphonie entre la nature et le génie humain. Mais d'où vient cette beauté, hein? De la première greffe délicate aux couches épaisses de nacre qui brillent, chaque perle fait un sacré bout de chemin. Un vrai ballet industriel entre l'homme et l'océan. Aujourd'hui, on va plonger dans le vif du sujet, lever le voile sur les secrets des fermes à huîtres et vous montrer comment une simple coquille crache un trésor. Préparez-vous. Ça va être beau, mais aussi sacrément impressionnant. On commence par les chiffres, histoire de poser le décor. Dans le monde, il y a plus de 800 espèces d'huîtres, mais seules quelques stars. Les moules d'eau douce, les akoyas, celles des mers du Sud ou les tahitiennes, ont le talent pour pondre les perles qui finissent autour de vos cous. Pas juste des mollusques, mec, des héros de l'industrie. Dans la nature, une perle naturelle, c'est comme gagner au loto. Une chance sur 10 000, sans qu'on lève le petit doigt. Mais nous, on n'attend pas que la nature nous fasse une fleur. On l'a mise au pas. Les fermes ostréicoles, éparpillées du Japon à l'Australie, c'est des usines à perles où la tech et la nature bossent main dans la main. Alors, comment ça marche? Tout part de la sélection. Les fermiers trient les huîtres les plus balèzes, jeunes, costaudes, prêtes à bosser. On les cale dans des paniers ou des filets, direction l'eau, à quelques mètres de profondeur. Mais avant ça, le moment clé, l'implantation. Imagine une salle d'op pour huîtres. Sous l'œil affûté des pros, avec des outils fins comme des aiguilles, on glisse dans la chair du mollusque un noyau, souvent une petite bille taillée dans une coquille, et un bout de manteau d'une autre huître. C'est le starter. L'huître se met à enrober ça de nacre, couche après couche, et bam, la perle prend forme. Les perles, c'est pas que des huîtres, c'est tout un écosystème. Prends la baie d'Ago, dans la préfecture de Mie, un spot mythique où les perles japonaises ont lancé leur conquête au XXe siècle. Ici, l'eau est claire comme du cristal, la salinité au poil, et les fermiers balancent des micro-algues dans la mer, de la bouffe naturelle qui dope la croissance des huîtres et rend leurs perles plus solides. Les filets sont suspendus à des bouées, et l'océan fait le taf. Mais c'est que le début, il y a des mois de boulot derrière.
Faire pousser des perles, c'est pas pour les petites natures. Tous les 2 ou 3 mois, les équipes plongent ou histent les filets à la surface. Leur mission? Protéger les huîtres des squatteurs, bernacles, algues, voire prédateurs. Brosse en main ou jet d'eau sous pression, ils nettoient tout. Température, oxygène, propreté de l'eau, tout est scruté avec une précision d'usine. Un faux pas, et c'est une récolte entière qui part en fumée. Ça dure entre 12 et 24 mois, jusqu'à ce que la nacre soit épaisse, brillante, prête à en mettre plein la vue. Et puis, le grand jour arrive. La récolte, le climax. Visualise une chaîne de prod, des centaines d'huîtres alignées, prêtes à livrer. On les sort des filets, on rince la vase, on les coince dans des étaux. Et là, le moment de vérité. Des mains expertes, avec des outils précis, ouvrent la coquille, doucement, pour pas abîmer la bête. La perle est extraite de son nid de douillet. Et l'huître, si elle est encore en forme. On lui remet un nouveau noyau. Et hop, retour à la mer. Une vraie usine de beauté sur rail. Une fois récoltées, les perles filent à l'atelier. On les lave dans des solutions spéciales pour virer les résidus. Puis elles passent sous des machines qui les polissent jusqu'à cet éclat qui tue. Ensuite, le tri. Taille, forme, couleur, qualité de la nacre. C'est un peu un tribunal de joaillerie. Seuls les meilleurs passent le cut. Les rondes parfaites partent pour des colliers de luxe. Les autres? Bracelets, boucles d'oreilles ou designs qui sortent du lot. Et voilà le final, l'atelier du joaillier. Les perles d'élite deviennent les stars de collier qui hurlent le luxe et le statut. Chacune, c'est le fruit du taf de centaines de mains, des fermiers aux artisans et de la patience de la nature. Les teintes? Blanc, noir, rose, violette. Tout dépend des huîtres et de l'eau où elles ont grandi. C'est pas juste un bijou, mec. C'est une histoire que tu portes. Et voilà toute la vérité sur les perles. Des fermes industrielles aux chefs-d'œuvre qui brillent. Un voyage où la nature et la tech fusionnent. Alors, qu'est-ce qui vous a scotché? Balancez vos avis en commentaire, j'attends vos retours. Merci d'avoir plongé avec moi dans cette aventure. Un petit like, un abonnement pour plus d'histoires comme ça, et on se retrouve au prochain épisode. Brillez fort, comme des perles. Vous n'imaginez même pas combien de bouteilles de sauce hoisin se remplissent chaque minute. C'est l'un des condiments les plus populaires au monde, et pourtant, très peu de gens savent comment on le fabrique à grande échelle. À première vue, le procédé a l'air simple, mais en vérité, chaque bouteille représente des mois de fermentation, une science minutieuse, et des milliers d'heures de production. Comment de simples graines de soja se métamorphosent-elles en cette sauce épaisse et parfumée dont on ne saurait se passer dans la cuisine asiatique? Allez, on pénètre dans l'usine. La sauce hoisin, c'est une véritable légende de la gastronomie asiatique. On la surnomme souvent la sauce barbecue chinoise pour son goût sucré épicé et sa consistance caramélisée. Imagine une canard laqué pékinois sans ce fameux hoisin. C'est presque sacrilège. On l'ajoute dans les marinades, on s'en sert comme dip pour les rouleaux de printemps. Et on le mélange même avec de la mayonnaise
pour créer des sauces à burger totalement originales. Le hoisin a plus de 400 ans d'histoire. Ses origines remontent à la Chine, où il était d'abord utilisé comme sauce pour les fruits de mer, d'où son nom huasin, qui signifie littéralement « frais de la mer ». Petite ironie, il n'y a pas la moindre trace de fruits de mer dans la recette. À la place, on trouve des graines de soja fermentées, des épices, de l'ail et juste ce qu'il faut de sucre. Au fil du temps, le hoisin s'est invité dans la viande, les légumes et même les nouilles, devenant un incontournable des cuisines chinoises, vietnamiennes et thaïlandaises. Mais le plus fou, c'est qu'en dépit de son succès mondial, rares sont ceux qui savent vraiment comment ce hoisin est produit en quantité industrielle. Les recettes maison, c'est une chose, mais la production en usine a ses secrets. Allons voir ça de plus près. Alors, c'est parti. Direction l'usine pour retracer le parcours du hoisin, depuis les ingrédients bruts jusqu'à la bouteille finale. Sur le papier, le procédé paraît simple, mais chaque étape est le fruit de dizaines d'années d'innovation technologique et d'un contrôle qualité ultra strict. Le premier geste? Une sélection rigoureuse des matières premières. Les graines de soja fermentées, qui donnent au hoisin son caractère, passent un contrôle qualité dès leur arrivée. Si la couleur, l'odeur ou l'humidité ne conviennent pas, hop, retour à l'expéditeur. On y ajoute ensuite du sucre, du vinaigre, de l'ail, du piment chili, de l'huile de sésame et d'autres épices. Les proportions varient selon les fabricants, mais la formule de base reste la même. Le hoisin doit être épais, foncé et subtilement sucré épicé. C'est ici que commence le grand chapitre de la fermentation. Les graines de soja, déjà fermentées, subissent une nouvelle maturation, durant laquelle des micro-organismes naturels décomposent protéines et amidons, créant ainsi cette profondeur de goût, umami, si caractéristique. Dans les usines, on contrôle la température, l'humidité et même le taux d'oxygène dans l'air. La durée de ce repos varie, mais se situe en moyenne entre 3 et 6 mois. C'est précisément ce temps de maturation qui confère au hoisin sa profondeur si spéciale. Et pourquoi aussi vite? Parce qu'on utilise aujourd'hui des techniques modernes dans des cuves en inox sous atmosphère contrôlée. On y maintient la température, l'humidité et la teneur en oxygène idéale, ce qui accélère la fermentation sans compromettre la qualité. Dans ces cuves, l'air circule en continu et l'hygrométrie avoisine 80% des conditions parfaites pour que bactéries et enzymes fassent leur boulot. En même temps, l'environnement contrôlé protège des micro-organismes indésirables qui pourraient altérer le goût. Sur certains sites, on ajoute même des inoculants, autrement dit, des cultures de bactéries ou de moisissures utiles, un peu comme pour la sauce soja ou le miso, afin de booster la fermentation et de stabiliser la saveur. Ce stade est critique. Si la fermentation se passe mal, même les meilleures épices ne sauveront pas le produit final. En général, le déplacement des graines de soja et autres ingrédients au sein de l'usine est ultra automatisé, avec un objectif: optimiser la production et limiter les interventions humaines. Des convoyeurs à bande ou à bac, pilotés par des systèmes automatiques, assurent un transfert rapide et précis d'une cuve à l'autre. Souvent, on utilise des conteneurs métalliques ou plastiques faciles à nettoyer, essentiels pour maintenir une hygiène irréprochable. Bien que la fermentation des graines de soja se déroule dans de grandes cuves, le mélange final des ingrédients s'effectue dans d'autres réservoirs industriels de grande capacité. Souvent ronds ou ovales, ces chaffing tanks, ou cuves de mélange, sont dotés de pales ou de bras mécaniques
pour homogénéiser la préparation. Cette étape permet non seulement de combiner tous les ingrédients, mais aussi de les chauffer à une certaine température pour favoriser leur interaction. Dans ces cuves, on incorpore non seulement le soja, mais aussi les autres ingrédients: ail, sucre, vinaigre, épices, ainsi que de l'amidon de maïs ou du sirop de glucose pour la consistance. D'abord, on ajoute les composants liquides: vinaigre, sauce soja, eau. Ensuite, les épices sèches: ail, piment chili, cannelle, poivre du Sichuan. Le tout cuit à environ 85 degrés, histoire d'épaissir la sauce et d'obtenir cette couleur sombre caractéristique. Fait amusant, à ce stade, la texture est encore assez liquide, pas vraiment la consistance finale. D'où l'importance de l'étape suivante. Après la cuisson, la sauce passe à travers des filtres spéciaux qui éliminent les grumeaux et les plus gros fragments d'épices. Et comment obtenir cette texture onctueuse et caramélisée qu'on adore? Le secret réside dans les épaississants. En production industrielle, on utilise souvent de l'amidon ou des fibres végétales modifiées pour un résultat parfaitement lisse. C'est également le moment de contrôler la couleur. Trop clair? On ajoute du sucre caramélisé. Trop foncé? On réduira le temps de cuisson pour les lots suivants. Pour que la sauce se conserve, on la pasteurise en la chauffant brièvement à environ 90 ou 95 degrés. Ça élimine les microbes sans altérer la saveur. Ensuite, direction la chaîne de conditionnement. On peut remplir jusqu'à 500 bouteilles à la minute. Généralement, on utilise des bouteilles plastiques ou des bocaux en verre, selon les normes de conservation ou les préférences de chaque marque. Des machines de dosage ultra précises remplissent chaque contenant pile comme il faut, ni trop ni trop peu. Une fois les bouteilles ou bocaux remplis, on les scelle hermétiquement. Bouchon avec opercule en aluminium pour le plastique, couvercle métallique avec joint pour le verre. Puis, on étiquette ou on imprime directement sur le packaging pour donner à la sauce son look de marque et la rendre bien identifiable dans les rayons. Enfin, ces emballages hermétiques subissent un contrôle final, vérification de la sécurité, de l'étiquetage, de l'étanchéité, avant de filer vers les entrepôts, et de là vers les magasins du monde entier. Et voilà comment de simples graines de soja deviennent cette célèbre sauce Wazang, si incontournable dans nos plats asiatiques. Incroyable, pas vrai? Vous n'imaginez même pas combien de kilos de saucisses arrivent chaque jour sur les étals des magasins. Ce produit est devenu banal pour beaucoup, mais peu de gens savent ce qui se cache derrière sa création à l'échelle industrielle. Le processus technologique semble simple. La viande se transforme en saucisse, mais en réalité, c'est une combinaison complexe de savoir-faire, de contrôle qualité et de respect rigoureux des recettes. Comment des porcs vivants à la ferme deviennent-ils cette saucisse parfumée et juteuse que nous avons l'habitude de voir dans notre frigo? On vous invite à jeter un œil en coulisses. On prévoit que d'ici 2033, la consommation de porc par habitant aux États-Unis atteindra 24 kg. Ça montre bien que la demande pour le porc reste stable, malgré les changements dans les préférences des consommateurs. Pour faire de la saucisse, on élève généralement des races de porc spéciales, qui ont un équilibre optimal entre viande et gras. Souvent, pour la fabrication de la saucisse, on mélange la viande de différentes races pour obtenir le bon équilibre de gras, de goût et de texture. En plus, une alimentation et des conditions d'élevage correctes jouent un rôle super important. Ça aussi, ça influence le produit final. Les porcs doivent avoir assez d'espace,
être au propre et dans le confort. Parce que le stress, ça a un impact négatif sur la qualité de la viande. Elle devient plus dure et moins juteuse. C'est pourquoi les fermes modernes assurent au porc une bonne ventilation, une température agréable et un nettoyage régulier. L'alimentation, c'est le facteur clé. Le régime comprend des aliments équilibrés, avec suffisamment de protéines, de graisses, de glucides, ainsi que des vitamines et des minéraux. En général, la base, ce sont des céréales, des compléments protéinés et des prémélanges spéciaux. Ça assure une prise de poids rapide et améliore la structure des muscles. Ce qui est important, c'est que le gras des porcs soit suffisamment tendre et parfumé pour que la saucisse ait un goût agréable et soit bien juteuse. C'est pour ça que les éleveurs contrôlent non seulement la quantité de nourriture, mais aussi sa qualité. L'ajout d'additifs naturels dans l'alimentation, qui améliore la santé des animaux et le goût de la viande, est aussi très populaire. Les porcs sont sélectionnés et préparés pour le transport afin de minimiser le stress et les blessures. Il est crucial de respecter les règles de bien-être animal. Par exemple, ne pas surcharger les camions et assurer une bonne ventilation. Les porcs sont transportés dans des camions spéciaux, souvent à plusieurs niveaux, pour utiliser l'espace au maximum, tout en veillant au confort des animaux. Pendant le trajet, on contrôle la température et la ventilation. À leur arrivée, les animaux sont examinés par des vétérinaires qui vérifient leur état. Si tout va bien, le processus technologique de transformation commence. Abattage, traitement de la viande, puis fabrication de la saucisse. Ce mode de transport permet de préserver la qualité de la viande, mais il exige en même temps une attention particulière au bien-être des animaux à chaque étape. Une fois les porcs vivants arrivés à l'usine, on les dirige d'abord vers des enclos spéciaux pour qu'ils s'adaptent et se reposent. Ça aide à réduire le stress, ce qui est important pour la qualité de la viande. Ensuite, les animaux sont examinés par des vétérinaires qui confirment leur état et leur aptitude à la transformation. Vient ensuite l'abattage, réalisé de manière humaine, avec des méthodes qui minimisent la douleur et la peur. Après l'abattage, les carcasses passent par plusieurs étapes de traitement. Dépouillement, on enlève la peau, éviscération, on enlève les organes internes, lavage et refroidissement. Le refroidissement, c'est une étape très importante qui ralentit le développement des bactéries et préserve la fraîcheur de la viande. Après le refroidissement et la préparation des carcasses, arrive une étape clé de la production de saucisses, le hachage de la viande. C'est un processus super important, car c'est de lui que dépendra la texture du futur produit. D'abord, la viande est coupée en morceaux de taille appropriée, en enlevant les gros os et l'excès de graisse pour assurer un mélange homogène. Ensuite, les morceaux sont envoyés dans un hachoir, un équipement spécial avec des couteaux et des grilles qui coupent la viande à la granulométrie voulue. La taille des particules hachées peut varier selon le type de saucisse. Pour certaines, on a besoin d'une texture plus grossière. Pour d'autres, d'une masse fine, presque pâteuse. C'est à ce stade qu'on ajoute aussi les autres ingrédients. Sel, épices, agents de remplissage, stabilisants et autres additifs qui influencent le goût et la structure. Il est important que la viande ne surchauffe pas pendant le hachage, car ça pourrait dégrader sa qualité. Les protéines coagulent et la texture devient sèche et dure. C'est pourquoi le processus est contrôlé et on maintient une température basse. Après le hachage, le mélange est soigneusement pétri pour que tous les ingrédients soient répartis uniformément et que la saucisse soit juteuse et parfumée. C'est cette étape qui forme la base du goût et de la consistance future de la saucisse.
maintenant, le plus intéressant. Une fois que le mélange de viande et d'épices est parfaitement pétri, il part à l'embossage. C'est le processus où la masse de viande est introduite dans les boyaux à saucisses. Ça se fait avec des machines spéciales, des poussoirs, qui injectent le mélange sous pression dans des boyaux naturels ou artificiels. Les boyaux naturels, ce sont généralement des intestins de porc ou de bœuf qui donnent à la saucisse son aspect traditionnel et une certaine texture. Les boyaux artificiels, faits de cellulose ou de collagène, sont plus résistants et permettent de créer différentes formes. Pendant l'embossage, il est très important de ne pas laisser de poche d'air. Sinon, la saucisse va faire des bulles et risque de mal se conserver. C'est pourquoi les opérateurs surveillent le processus et les machines sont parfois équipées d'aiguilles spéciales pour évacuer l'air. Après ça, les saucisses passent au traitement thermique, cuisson, fumage ou séchage, selon le type de produit. Ça fixe la forme, développe le goût et assure la sécurité pour le consommateur. Ensuite, on les plonge dans de l'eau froide, ou on les place dans des chambres spéciales à basse température, ou on les amène progressivement à la température de conservation optimale. Vient ensuite l'emballage. Pour ça, on utilise différents matériaux, des films, des emballages sous vide ou des sachets thermorétractables. L'emballage ne protège pas seulement la saucisse des facteurs extérieurs, mais il prolonge aussi sa durée de conservation. L'emballage sous vide, par exemple, élimine l'air et empêche le développement des bactéries. Après l'emballage, chaque saucisse reçoit une étiquette qui contient toutes les informations sur le produit. On y indique la date de fabrication, ce qui permet de contrôler la date limite de consommation. En plus, on mentionne obligatoirement la composition. Pour que le consommateur sache avec quels ingrédients la saucisse est faite, c'est important pour les personnes allergiques ou celles qui suivent un régime alimentaire particulier. Sur l'étiquette, on précise aussi les conditions de conservation et la date limite de consommation recommandée. L'étiquetage n'aide pas seulement les acheteurs, mais aussi les vendeurs et les organismes de contrôle à suivre la qualité et la sécurité du produit. Une fois les étiquettes apposées, les saucisses sont emballées dans des cartons de transport et envoyées à l'entrepôt ou directement dans les magasins et supermarchés. Là, le produit attend l'acheteur, prêt à arriver sur la table et à régaler par son goût. Et savez-vous que la plus ancienne saucisse connue date de plus de 3000 ans? Les archéologues ont trouvé des restes de saucisses dans l'Égypte ancienne. À l'époque, les saucisses étaient fabriquées avec un mélange de viande, d'épices et d'herbes, enveloppées dans des boyaux naturels, très similaires à ceux qu'on utilise encore aujourd'hui. Ça prouve que l'amour de la saucisse, c'est un véritable rituel ancestral qui a traversé les millénaires et nous est parvenu presque sans changement. Feu froid, eau sèche, vent immobile. Vous allez me dire, mec, t'as perdu la tête ou quoi? Et non. Aujourd'hui, on parle de la glace sèche. Vous vous êtes déjà demandé comment on fabrique ce truc, ou même ce que c'est vraiment? Vous saviez que c'est produit à une échelle dingue? Allez, je vous embarque dans le délire. On y va. La glace sèche industrielle, c'est du dioxyde de carbone solide. Ouais, ce gaz qu'on expire tous les jours. Il gèle à moins 78,5 degrés Celsius, un froid de malade. En gros, le dioxyde de carbone, c'est ce qu'on souffle, ce que les plantes bouffent pour nous refiler de l'oxygène. Et rebelote. Ça sort aussi quand on brûle du carburant, quand la bière fermente, ou dans vos sodas pétillants. Si vous refroidissez ce gaz à bloc et que vous le compressez,
il devient liquide. Et si vous relâchez la pression d'un coup, bam, ça se transforme en glace sèche. Pas de fonte, pas de flaque, ça s'évapore direct dans l'air. Magique, non? On l'utilise partout. Médecine, transport, bouffe, et même pour des effets spéciaux, grâce à sa capacité à refroidir en un clin d'œil et à disparaître sans laisser de traces. En médecine, c'est le roi pour garder les vaccins, les organes pour les greffes, ou les médocs au frais. Vous avez entendu parler de la cryothérapie? Genre, soigner les verrues avec du froid? C'est ça. Pour la bouffe, ça transporte la viande, les fruits de mer, les glaces. Tout ce qui doit rester gelé sans frigo branché. En logistique, c'est le plan parfait pour livrer du froid sans électricité. Dans l'industrie alimentaire, on le glisse dans les boissons gazeuses pour faire les bulles. Et ça refroidit aussi les produits pendant la fabrication. Et les spectacles, alors? Ce brouillard blanc épais sur scène ou dans les films, avec la fumée qui coule d'une fiole. Ouais, c'est la glace sèche, mec. Visuellement, ça claque grave. Fabriquer de la glace sèche, c'est pas une blague de cuisine. Ça se passe dans des usines cryogéniques, des monstres industriels. Ces usines occupent entre 5 000 et 20 000 mètres carrés. Imagine 10 à 40 terrains de basket. Au milieu trônent des réservoirs cryogéniques, des cuves métalliques géantes, jusqu'à 15 mètres de haut, capables de stocker de 20 à 100 tonnes de dioxyde de carbone liquide. Il y a un léger bourdonnement dans l'air, les compresseurs et les presses qui tournent à fond. Les réservoirs crachent le gaz dans des tuyaux énormes. Direction les machines de pressage. Ces bêtes avalent jusqu'à 500 kg de glace sèche par minute. Incroyable, non? Quand le dioxyde de carbone liquide jaillit du réservoir et se détend d'un coup, il gèle instantanément. Ça fait une sorte de neige sèche, toute légère. Une nuage de vapeur blanche s'élève au-dessus des presses hydrauliques, qui écrasent ce neige en briques ou en petits granules bien compacts. Les tapis roulants défilent sans arrêt, transportant des blocs glacés à travers des tunnels froids où la température reste sous moins 40 degrés. Histoire que ça s'évapore pas trop vite. Sur certaines lignes, des machines automatiques découpent les grosses plaques en morceaux ou les transforment en billes de quelques millimètres. Les emballeuses, elles, bossent à la vitesse éclair. Elles remplissent des conteneurs thermiques avec des doses précises, des paquets d'1 kilo jusqu'à des caisses de plusieurs centaines de kilos. Les machines scellent tout hermétiquement pour limiter l'évaporation. En 1 heure, une usine peut sortir jusqu'à 5 tonnes de glace sèche. Et tout ça dans un brouillard blanc qui flotte autour, un peu mystique, un peu futuriste. Comme je disais, dans les zones de pressage et d'emballage, ça caille sévère, moins 40 degrés. Les mecs qui bossent là-dedans sont sapés comme des cosmonautes. Combinaisons isolantes pour bloquer le froid, gants thermiques parce que toucher la glace sèche, ça brûle direct. Lunettes et masques pour pas choper une irritation des yeux ou des poumons. Et des chaussures épaisses, histoire de pas geler les pieds sur le sol métallique. Avec toute cette vapeur qui traîne, les ventilations tournent à plein régime pour garder l'air respirable. Les gars bossent en shift court, alternant entre le froid polaire et des pauses dans des salles chauffées. Faut pas déconner avec ça.
Beaucoup de trucs sont automatisés pour limiter les risques, mais même avec tout ce matos, bosser là-dedans, c'est pas pour les fragiles. Faut du mental et respecter les règles à la lettre. Mais d'où ils sortent tout ce dioxyde de carbone? Sérieux? Vous allez me demander. Pas besoin de courir dans les bois avec un filet. En fait, ils le récupèrent comme déchets d'autres industries, genre la fabrication d'ammoniac ou d'engrais. Écolo, non? On recycle un gaz qui existe déjà. Pas besoin d'en produire plus. Les grosses sources, c'est les usines d'ammoniac, les brasseries où la bière fermente, les raffineries de pétrole ou les cimenteries. Au lieu de balancer ce dioxyde dans l'atmosphère, ils le capturent avec des systèmes spéciaux. Ensuite, ils le filtrent, le sèchent pour qu'il soit nickel, puis ils le compriment sous haute pression pour le rendre liquide. Et pour le compacter encore plus, ils le refroidissent à moins 20 degrés. Bref, ça réduit les gaz à effet de serre tout en créant un truc utile. Petit fun fact, on appelle ça glace, mais ça fond pas. La glace normale, elle devient de l'eau. La glace sèche, elle, passe direct en gaz. Ça s'appelle la sublimation. Pas de flaque, juste pouf, disparu. La glace sèche, c'est top pour conserver la bouffe. Mais attention, c'est pas un jouet. Si vous l'avalez ou respirez trop de vapeur, ça peut partir en vrille, brûlure ou asphyxie au menu. Il y a eu des cas où des potes ont voulu faire les malins en balançant de la glace sèche dans une piscine. Résultat, quelques-uns y sont restés. Et si vous la touchez sans gants, bonjour l'engelure. Bref, cette substance, c'est un truc de ouf, plein d'utilisations. Mais faut la manier avec respect. Alors, vous en pensez quoi? Plutôt cool, non? Chaque année, on produit plus de 10 milliards de rouges à lèvres dans le monde. Oui, vous avez bien lu, plus de 10 milliards. C'est tellement énorme qu'on pourrait recouvrir un stade de foot entier, couche après couche. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où vient vraiment votre rouge à lèvres préféré? Saviez-vous qu'il faut près de 200 tonnes de cire pour fabriquer 1 million d'exemplaires? Et comment les arômes de fruits et de fleurs se transforment-ils en cette teinte idéale pour nos lèvres? Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la production, là où la cire en fusion, la précision des machines et les pigments colorés donnent naissance à un véritable art cosmétique. Les ingrédients de base d'un rouge à lèvres, c'est un mélange de cire, d'huile, de pigments et d'arômes. Chacun a sa propre source et ses propriétés spécifiques, pour un produit qui non seulement colore, mais prend aussi soin de la peau. Les cires forment l'ossature et donnent au stick sa dureté. Les plus courantes, la cire de candélila et celle de carnauba, toutes deux issues de plantes, mais aussi la paraffine ou la cire d'abeille, venue du pétrole ou directement de la ruche. Elles offrent résistance, brillance et texture. Les huiles, karité, ricin, tournesol, amande, coco, assurent l'hydratation et la douceur à l'application. Quant aux pigments, naturels ou synthétiques, oxyde de chrome, oxyde de fer, anatase et bien d'autres, ils colorent la formule tout en restant sûrs pour la santé. Les arômes, eux, procurent ce parfum si caractéristique. Ils peuvent être naturels, extraits de fleurs ou de fruits, ou synthétiques. On ajoute aussi des antioxydants et des vitamines pour chouchouter les lèvres. Par exemple, la vitamine E, très populaire, aide à conserver la fraîcheur du rouge à lèvres tout en nourrissant la peau. Tout ça provient des 4 coins de la planète. Huiles et cires viennent souvent des régions tropicales,
où la végétation offre des propriétés uniques pour la cosmétique. Les pigments, de leur côté, sont fabriqués dans des laboratoires spécialisés, grâce à des technologies très avancées en chimie et sciences des matériaux. Au total, on compte près de 10 milliards de rouges à lèvres et de gloss produits chaque année, un segment phare de l'industrie cosmétique. Dès le début du processus, dans l'usine, on mélange les cires, les huiles, les pigments et d'autres composants dans de grandes cuves, chauffées à une température précise. Les cires fondent généralement vers 60 degrés et, une fois liquides, on incorpore les huiles et autres additifs pour former une base stable. Quand cette base est prête, on ajoute les pigments qui vont définir la couleur. Qu'ils soient naturels ou synthétiques, on les intègre soigneusement pour obtenir un ton homogène, sans aucune strie. Les pigments se présentent souvent en poudre ou en pâte. Avant de les ajouter à la base, on les dissout ou on les disperse dans une huile ou un solvant cosmétique spécial, histoire d'obtenir une texture uniforme. On les verse ensuite progressivement dans la cuve, grâce à des mélangeurs ou des homogénéisateurs, pour éviter tout grumeau. Le tout reste à haute température, autour de 60 à 70 degrés Celsius, afin que la couleur se diffuse parfaitement. À ce stade, on vérifie la nuance. Si elle n'est pas exactement comme on le souhaite, on corrige en ajoutant d'autres pigments ou en ajustant certains composants. Quand la teinte est validée, on remélange bien l'ensemble, puis on refroidit doucement pour que la formule puisse durcir. Le contrôle est permanent, afin de garantir une reproduction fidèle de la couleur, même après le conditionnement. Juste avant cette étape cruciale, on ajoute les arômes et les vitamines. C'est là qu'on obtient la senteur finale, et qu'on incorpore les agents nourrissants, par exemple la vitamine E ou C, pour hydrater et protéger les lèvres. D'ailleurs, fabriquer 1 million de rouges à lèvres exige près de 200 tonnes de cire, et la quantité d'arômes nécessaire est si énorme qu'on ne peut même pas la chiffrer. Les arômes peuvent être d'origine végétale, huiles essentielles, extraits de fruits, ou synthétiques comme la vanille, le caramel ou des notes fruitées. Les vitamines A, E, C sont souvent ajoutées sous forme de solutions huileuses ou de microcapsules, afin de mieux s'intégrer dans la formule. Après ce mélange minutieux et le refroidissement à la température idéale, on passe à l'étape la plus spectaculaire, le coulage dans les moules. La masse encore liquide est déversée dans des moules en métal ou en silicone, calibrés au millimètre, pour donner la forme exacte du stick. Des doseurs ultra précis remplissent chaque alvéole sans une goutte de trop. On croirait à de la science-fiction, ce fluide chatoyant, semblable à de la cire précieuse, qui s'écoule doucement pour prendre forme. Puis vient la congélation. Les moules sont placés dans des chambres de refroidissement, où la température descend à -5 degrés. En quelques minutes, la matière se solidifie et devient ferme et lisse. On peut apercevoir, dans de grandes armoires transparentes, des centaines de futurs rouges à lèvres se figer peu à peu. Impressionnant! Une fois la masse durcie, on ouvre les moules et des dispositifs automatisés éjectent chaque stick en douceur. C'est là que la magie opère. Chaque rouge à lèvres passe sous des rouleaux de polissage pour gommer les petites imperfections et obtenir cette brillance parfaite. Ensuite, direction la chaîne de mise en étui. De fins bras mécaniques installent chaque stick dans son boîtier en métal ou en plastique, avec une précision millimétrée.
Imaginez des centaines de rouges à lèvres qui plongent ensemble dans leurs écrins, en tournant sur eux-mêmes. C'est sans doute l'un des spectacles les plus fascinants de tout le processus. Imagine plus de 4000 avions de combat, qui ne sont pas détruits, mais soigneusement stockés en plein désert. Incroyable, non? Et pourtant, ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien le plus grand cimetière d'avions militaires au monde. La base de Davis-Monthan, aux États-Unis. Alors, pourquoi ne les envoie-t-on pas directement à la casse? Certains appareils attendent une seconde vie, d'autres sont démontés pour récupérer des pièces. Et d'autres, ultra secrets, ne peuvent tout simplement pas disparaître sans laisser de traces. Comment procède-t-on, au juste, pour détruire du matériel militaire? Pourquoi certaines machines sont-elles revendues, pendant que d'autres servent de cible à des missiles? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans ces compartiments top secrets des vieux chasseurs? Allons voir ça ensemble. La raison principale pour laquelle les avions de la base de Davis-Monthan sont préservés au lieu d'être immédiatement détruits, c'est la possibilité de les réutiliser. Certains peuvent encore reprendre du service ou servir de banque de pièces détachées pour d'autres modèles. Une partie du matériel est parfois revendue à des alliés des États-Unis ou cédée à des pays partenaires, dans le cadre de programmes d'assistance militaire. D'autres appareils servent de cible pour tester de nouveaux missiles ou de modèles d'entraînement pour les techniciens et les pilotes. Par ailleurs, tout n'est pas mis au rebut tout de suite à cause de la bureaucratie, du manque de ressources ou de priorités différentes. Les avions peuvent ainsi rester stockés durant des années avant de partir au recyclage. Quant au climat sec de l'Arizona, il offre un gros avantage. Il évite la corrosion, permettant parfois de réactiver ces machines même après plusieurs décennies. La destruction du matériel militaire soulève plusieurs enjeux majeurs, écologiques, économiques et sécuritaires. Un stockage ou une élimination mal gérée peuvent polluer l'environnement, alors que le recyclage des métaux et autres composants permet d'économiser des ressources. De plus, un engin militaire, même ancien, conserve une réelle valeur. Des groupes terroristes ou criminels pourraient l'acheter pour perpétrer des attaques ou faire de la contrebande. Dans certains conflits, on voit même des machines déclassées revenir sur le champ de bataille. Par exemple, lors de la guerre civile en Libye, de vieux chars soviétiques, qui auraient dû finir à la casse depuis belle lurette, ont été remis en service. Après leur retrait du service, les appareils sont envoyés sur des bases spécialisées pour une inspection approfondie. On commence par vérifier toute la paperasse, numéro de série, état technique, durée d'utilisation. Ensuite, ingénieurs et mécaniciens examinent l'appareil de fond en comble. Usure de la structure, du moteur, de l'électronique, sans oublier l'armement. Si l'avion est toujours opérationnel, il peut être modernisé ou revendu à des alliés. S'il est jugé trop ancien ou trop endommagé, on le démonte pour en récupérer les pièces. Certains exemplaires finissent même dans des musées, des centres de formation ou chez des collectionneurs privés. Bien sûr, après retrait de tout composant confidentiel. Si le matériel est considéré comme irréparable, mais qu'il contient encore des éléments en bon état, on procède alors au démontage. Des équipes spécialisées retirent les moteurs, les systèmes de navigation, les modules électroniques et même les plaques de blindage. Les moteurs peuvent servir à réparer d'autres véhicules similaires ou être reconvertis pour un usage civil. L'optique et l'électronique,
elles, peuvent être réutilisées dans des simulateurs ou pour moderniser des systèmes existants. Certaines pièces sont revendues à des pays alliés ou même à des entreprises privées spécialisées dans la restauration de matériel militaire. Pour éviter toute fuite technologique, on détruit ou neutralise les composants classés secrets ou trop avancés, et on stocke le reste en attendant un usage futur. La mise au rebut, l'accent est mis sur l'élimination des substances dangereuses. Le carburant d'aviation, les lubrifiants et les fluides hydrauliques peuvent contenir des produits toxiques. En moyenne, entre 200 et 500 litres de ces matières résiduelles sont récupérés sur chaque avion, puis traités selon un protocole spécifique. Les éléments électroniques de bord, susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou du cadmium, constituent aussi un risque. Rien qu'aux États-Unis, on retire près de 500 tonnes de ces matériaux chaque année lors de la destruction du matériel militaire. Quant à certains anciens véhicules blindés, ils peuvent renfermer de l'amiante dans les isolations thermiques, qui doit être extrait et éliminé suivant des normes très strictes. Tout ce qui relève de l'explosif, résidus de carburant de fusée, munitions, fait l'objet d'une procédure de neutralisation spéciale. En 2023, par exemple, plus de 1200 tonnes de munitions ont été détruites sur des terrains spécialisés aux États-Unis après avoir été retirées du matériel en cours de démantèlement. Comme mentionné plus haut, on enlève systématiquement tout ce qui contient des données sensibles. Ordinateurs de bord, systèmes de communication. Car ils peuvent renfermer des protocoles confidentiels, des clés cryptographiques ou des logiciels de chiffrement. Dans les chasseurs modernes, par exemple, on trouve des canaux de communication ultra protégés pour coordonner les opérations de combat. Les radars et systèmes de guidage font également partie de ces éléments critiques, qu'il s'agisse d'avions, de navires ou de blindés. Un radar peut embarquer des algorithmes de traitement du signal très pointus, offrant un net avantage tactique. En 2011, les États-Unis ont même détruit les restes d'un hélicoptère furtif qui s'était écrasé lors de l'opération contre Ben Laden, afin d'empêcher d'autres puissances de mettre la main sur ces technologies. Les systèmes de conduite de tir des chars, chasseurs ou navires contiennent des informations capitales, tactiques de combat, caractéristiques de l'armement, précision des tirs. Et bien sûr, on retire tous les matériaux spéciaux, comme le revêtement furtif des F-22 ou des B-2, dont la composition reste un secret d'État. Ces revêtements sont alors enlevés ou purement et simplement détruits. Les boîtes noires et enregistreurs de données de vol, eux, renferment parfois des informations sensibles sur les techniques de pilotage ou les missions de combat. Pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, il existe aux États-Unis des programmes de contrôle très stricts. Parfois, on préfère même détruire l'appareil en entier lorsqu'un démontage sûr est impossible. De plus, un système spécifique met régulièrement à jour les logiciels de ces équipements afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être récupérés par des adversaires. Chaque engin militaire possède sa propre version secrète du logiciel, quasi impossible à restaurer après déclassement. Dans de nombreux pays, la destruction du matériel militaire est encadrée par des accords internationaux, comme les conventions de Genève, qui veillent à ce que certains composants soient éliminés de manière sécurisée et à ce que l'environnement ne soit pas mis en péril. Par exemple, un véhicule militaire ne pourra être officiellement retiré du service tant que tous les matériaux toxiques n'auront pas été retirés. Tout cela prouve à quel point on prend au sérieux la sécurisation et la destruction de ce type d'équipement, et combien d'efforts sont déployés pour qu'aucune technologie ne tombe dans de mauvaises mains.